Chapitre 3. Ce soir-là, on percevait dans la cuisine une tension presque palpable. Chacune des 3 femmes et de la petite fille était nerveuse, irritée, en proie à une peur glacée, ainsi qu'à un désarroi qu'elles essayaient tant bien que mal de maîtriser. La préparation du dîner posait un souci majeur. Comment faire à manger pour 10 personnes en plus? Noémie avait donc demandé à Marie de lui attraper 5 poules afin de les sacrifier pour le repas des officiers allemands. Furieuse, la jeune fille avait refusé, arguant que son poulailler ne survivrait pas une semaine à un tel rythme. Avec humeur, sa mère lui avait ordonné d'aller attraper les poules. Dès demain, on trouverait une solution pour assurer les repas. Mais, pour le moment, elles étaient prises de court. Les 5 poules, une fois tuées et plumées, cuisaient doucement dans une grosse marmite en fonte, accompagnée de légumes. « Les filles, allez donc mettre le couvert pour vous occuper !» lança Noémie, les mains plongées dans une farine un peu grossière. C'était la seule que l'on trouvait encore à présent. Elle en ferait une grosse miche de pain, à la croûte un peu dure, à la mie un peu serrée, mais excellente par les temps qui couraient. En soupirant, les 2 sœurs gagnèrent la grande salle à manger, celle de réception, où une immense table de plusieurs mètres de long trônait au milieu. La pièce était somptueuse. De grands lustres en cristal pendaient du plafond, miroitant de 1000 feux dans les dernières lueurs du soleil couchant. Marie, ouvrant un bahut de style Renaissance, en sortit une grande nappe blanche, délicatement brodée. Elle l'étendit avec l'aide de Léa sur la table en chêne. Puis, portant chacune une pile d'assiettes en fragile porcelaine de Limoges, elles dressèrent le couvert tout en discutant activement. « Mais, Marie, pourquoi il ne reste pas avec les autres? Sous une tente, quoi ?» questionna Léa avec humeur. « Ah ça, c'est tellement mieux d'être dans un hôtel comme ici. Et ils nous embêtaient par la même occasion. »« Et ils vont rester longtemps ?» fit la petite avec inquiétude. « Alors ça, aucune idée. Mais je te jure qu'ils ne comptent pas sur moi pour leur rendre leur séjour agréable. » grommela rageusement Marie, tout en posant les couteaux et les fourchettes, veillant à bien poser ces dernières pointes en l'air aux places qu'occuperaient les officiers. « Allons, un peu de superstition porte malheur, cela pouvait toujours servir. Sait-on jamais. » Puis, elles retournèrent à la cuisine, où la bonne odeur des poules au pot exhalait d'appétissants parfums. « Noémie, ça sent bon, j'ai une faim !» s'exclama Marie avec sa spontanéité coutumière. Puis elle ajouta d'un air sombre. « Mais c'était inutile de te fatiguer autant pour ces sales types. »« Marie !» la coupa d'un ton de reproche, sa mère. « Marie, nous n'avons pas le choix. Alors cesse de grogner et va plutôt à la cave chercher du vin. »« Du vin ?» manqua s'étranglait la jeune fille. « Marie, fais ce que ta maman te dit et dépêche-toi, » fit Noémie d'un ton sec. « Bon, ça va, mais je trouve ridicule d'être aussi sympa avec eux. C'est à cause d'eux si papa et Jean... Vous croyez que Jean est aussi gâté là-bas? Vous croyez ça ?» s'écria Marie en larmes. Noémie, doucement, la prit entre ses bras et la berça comme lorsqu'elle était petite. « Ça ne sert à rien de se mettre dans un tel état, Marie. Que voulez-vous que nous fassions toutes les 4 contre un bataillon entier? Vous voulez que, de rage, ils rasent le château? Non. Bon, alors, fais contre mauvaise fortune bon cœur. Arrête de pleurer, ils partiront bien un jour. » Marie ravala ses larmes, se disant tout à coup que la vieille gouvernante avait peut-être raison. Garder le château intact valait bien quelques poules et bouteilles de vin. La jeune fille achevait de disposer les bouteilles d'un excellent Bordeaux sur la longue table. Sa mère lui a expressément demandé de se changer pour le repas. Elle avait donc, en soupirant, troqué son short en toile contre une jupe blanche, un peu courte, et un pull, un peu large, au vif motif nordique. Marie adorait ce pull que son père lui avait rapporté bien des années auparavant de l'un de ses voyages. Elle avait attaché ses cheveux à l'aide d'un foulard en soie rouge qu'elle avait sobrement noué, laissant chacun des pans flotter librement dans son dos. Le rouge de la soie, le blond doré de ses cheveux s'harmonisaient étonnamment bien avec les tons vifs du pull au vert. Marie achevait de placer la dernière bouteille, lorsque déjà des voix à l'accent guttural se firent entendre dans son dos. Les officiers allemands entraient dans la salle. La jeune fille prit une inspiration profonde, afin de se donner du courage, se retourna, les regardant s'avancer vers elle. Elle reconnut sans peine le commandant Valdemar à sa haute et imposante silhouette. Il dépassait les autres officiers d'une bonne tête, et il avait, de plus, cette sorte de prestance que donne une totale confiance en soi, du moins en sa supériorité physique. Il lui faisait penser à l'un de ces tigres du Bengale
qu'elle avait aperçu un jour aux eaux de Vincennes. Il avait cette attitude, geste souple, trompeusement innocente et tranquille, mais derrière lesquels on sentait la puissance terrible de muscles, de griffes et de crocs. Il avait aussi ce regard semblable, que nulle émotion ne semblait jamais venir troubler. La seule différence, songea Marie, c'est que ce tigre-là fume comme un sapeur. Songea-t-elle en voyant l'officier allumer une énième cigarette. Levant les yeux au ciel, elle se força au silence et, prenant un cendrier en cristal, elle lui tendit sans un mot. Celui-ci la regarda, se saisit du cendrier dans un demi-sourire. « Merci, j'aime beaucoup votre pull. Très joli. » Marie le dévisagea sans pipeaulement. Surtout, ne rien dire, rester très calme. Mais tiendrait-elle jusqu'à ce qu'il parte très loin d'ici? Elle commençait à sérieusement en douter. « Venez, je vais vous présenter mes officiers, » entendit-elle le commandant lui dire d'un ton qui se voulait sans doute amical. Elle vit alors défiler un tourbillon de visages d'hommes jeunes. Aucun n'avait plus de 30 ans, et certains n'avaient que fort peu d'années de plus qu'elle. Ils lui souriaient, lui parlant une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle reconnut le lieutenant Smenker, ainsi que le capitaine Eric Muller, qu'elle avait vus tous deux en compagnie du commandant le matin même. Les autres officiers lui apparurent telle une foule compacte, aux noms étranges, qu'elle ne chercha ni à comprendre, ni à différencier. Cela ne l'intéressait pas. Tous ces uniformes noirs, stricts, ces armes qu'ils portaient, tout cela lui donnait une irrépressible nausée. Les officiers, eux, la trouvèrent charmante, le lui dirent avec force sourire et œillade, mais Marie, elle, ne parlait pas allemand, fit semblant de ne pas remarquer leurs efforts pour lui plaire. Quelques minutes plus tard, tout le monde prenait place autour de la vaste table. Noémie posa un grand plat fumant au milieu. Sophie de Beaugency jeta un coup d'œil courroucé à sa fille tout en lui montrant les fourchettes, mises dans le mauvais sens. Marie lui sourit, une lueur gaie et mutine dansant dans ses yeux bleus. Noémie commença le service, puis, levant la tête vers Marie, elle lui fit un signe discret. La jeune fille, poussant un soupir d'énervement, repoussa sa chaise, attrapa le tire-bouchon et une bouteille de vin. Elle se mit en devoir de la déboucher, avec sérieux et application, comme son père lui avait maintes fois montré. Avec bonne volonté, le commandant fit mine de vouloir l'aider. « Laissez-moi faire !» Mais la jeune fille lui décrocha un regard furieux, et, arrachant le bouchon dans un surcroît d'effort rageur, elle s'exclama tout en lui servant un fond de verre d'un vin rouge et ambré, avec un coup de poignet et une sûreté de geste digne d'un sommelier. « Château Margaux, 1937. Ici, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes au château de Beaugency, et vous n'en êtes pas encore le maître. » Puis, posant la bouteille sur la table, elle se rassit tranquillement, bien qu'intérieurement imbouillée, ce regard perplexe et interloqué des Allemands. Sans doute, ne connaissait-il rien aux us et coutumes de la noblesse française. Marie se tourna vers le capitaine situé à sa gauche. « Pouvez-vous me passer le sel, monsieur le nazi ?» Un coup de poing, appliqué avec violence sur la table, la fit sursauter. Les verres s'entrechoquèrent et toutes les conversations s'arrêtèrent aussitôt. Le commandant Valdemar, soudain blême de colère, se tenait debout, dominant la jeune fille de sa haute taille. Celle-ci sentit la peur s'insinuer dans chaque parcelle de son corps. Un frisson glacé de terreur lui descendit le long du dos. Néanmoins, elle ne baissa pas les yeux et soutint courageusement celui vert, étincelant de rage et de colère de l'homme qui se dressait devant elle. Ça suffit maintenant. Les insolences, passe encore. Les insultes, non. Mettons bien les choses au clair. Mademoiselle, il n'y a ici aucun nazi, vous entendez? Aucun. Personne ne porte ici le brassard rouge à croix gammée. Réfléchissez un peu. Pourquoi croyez-vous donc que nous soyons un bataillon disciplinaire? Pourquoi croyez-vous que le lieutenant Stieff, dont le père est un éminent général, membre du parti nazi, pourquoi est-il là? Alors, petite fille, ne parlez pas de choses dont vous ignorez tout. Marie se fit toute petite sur sa chaise, sous la violence verbale, ne quittant pourtant pas l'officier du regard. Non, elle ne céderait pas. Vous êtes quand même engagé pour soutenir Hitler, marmonna-t-elle entre ses dents, mais suffisamment fort pour que le commandant l'entendît. Petite Marie, il y a tellement de choses que vous ignorez, que vous ne soupçonnez même pas. Puis il ajouta en s'asseyant. Mais peut-être vaut-il mieux que vous gardiez votre charmante naïveté et toute cette innocence qui vont si bien avec vos jolis yeux. Certaines choses ne leur conviendraient pas. Marie détourna le regard et plongea son nez dans son assiette. Elle ne se sentait plus de taille à jouer au bras de fer avec l'officier allemand.
Au-delà de la colère, elle avait cru sentir tout un pan caché de souffrance, de désillusion, de violence impuissante, qu'elle ne se sentait pas vraiment capable d'affronter. L'espace d'une fraction de seconde, elle eut envie de faire la paix avec lui, d'oublier les différends qui les séparaient, de lui prendre la main et de l'emmener parcourir les bois, les champs, les bords de Loire, tous ces endroits chers à son cœur, où nulle guerre avec son cortège de souffrance et de cruauté ne viendrait les trouver. Elle eut envie de lui prendre la main en lui disant qu'ils étaient amis et qu'il pouvait lui confier le lourd secret qu'il semblait porter comme un fardeau. Chassant très vite ces pensées aussi étranges que déplacées, presque choquée de les avoir eues, Marie se concentra sur le contenu de son assiette, chipotant avec la nourriture. Elle n'avait plus faim du tout à présent.